Alors, bonjour, rebonjour. On va faire un tout petit changement de programme puisqu'on a un invité surprise, comme on appelle, je crois, qui était dans la salle et à qui, depuis longtemps, je voulais poser des questions et je crois que c'est une super occasion d'essayer de faire un rapide dialogue comme les autres. Malte Martin, euh, graphiste, mais je pense que ce que j'aimerais entendre de toi, c'est bien entendu la question de l'espace public. L'inscription dans l'espace public et peut-être toujours dans le thème qui nous intéresse, c'est se dire, est-ce qu'il y a eu des transformations? En quoi ces transformations, est-ce que l'action de designer s'est transformée? Je peux te donner un exemple, c'est qu'il y a du Malte Martin partout actuellement, terrible, mais qui est plutôt là pour nous indiquer les distanciations. Voilà, cette question d'inscription, c'est quand même ancré fortement dans nos habitudes. Sans penser à ces inscriptions magnifiques qui ont été effectuées à Washington, par exemple, où des dimensions, des échelles montraient bien ce travail entre médias et inscription in situ. Comment tu te situes aujourd'hui dans ta carrière d'inscripteur public? Ça marche comme ça? Effectivement, si on réfléchit à l'espace public, en ce moment, il est ponctué partout pour nous rappeler qu'on est dans une période spéciale. Et effectivement, du coup, peut-être ça rajoute pour moi ces rangs, ces traits qui nous rappellent la distanciation. Que j'aimerais pas bien appeler social, mais Asocial, physique, asocial, et asocial. voilà, qui nous rend assez asocial. Et du coup, je conteste pas forcément la nécessité dans certains endroits d'avoir ces marquages, mais la permanence, le côté systématique partout, augmente la normativité de ces espaces que je critiquais déjà avant. Là, on a mis 10 000 couches de plus et fait en sorte qu'il y a une forme de climat anxiogène, disciplinaire, qui régit toute notre vie. Et je crois tout le monde l'a constaté. À 80%, en ce moment, on discute que de ça. C'est-à-dire, il y a une forme, moi je souffre du fait qu'il y a une forme d'appauvrissement de la vie intellectuelle, de l'échange, surtout dans le monde. On ne peut plus parler de tout, on parle à 80% que de cette chose-là. Et ça nous diminue, ça nous discipline, ça nous met dans quelque chose où on suspecte l'autre de ne pas avoir été dans la discipline nécessaire, d'être dans le rang. Et ces rangs partout sont un peu comme si on nous enfermait dans une unique figure possible d'être exactement là et pas ailleurs. Une sorte d'uniformisation, d'universalisation uniforme. Et d'ailleurs, on appelle ça la nouvelle normalité. Ça dit quelque chose quand même. C'est sûr, déjà l'ancienne normalité, c'était quelque chose, mais celle-là, bon. Oui. Non, c'est clair que il faut qu'on trouve les moyens pour à la fois être responsable et en même temps pas rentrer dans ce mode d'échange qui justement de ne plus être dans un mode d'échange, mais juste dans ce mode de distanciation partout. Et toi, tu as travaillé dans des contextes aussi d'urgence. Donc,
forcément, comme tu dis, maintenant on a créé une nouvelle hiérarchie des urgences. Mais comment tu arrives à continuer ce travail dans ces autres contextes, notamment avec ceux qui ont ou prendre le rôle de représenter les voix des autres et co-créer avec les voix des autres des expressions inscrites. Alors, concrètement, par exemple, ici, dans le cadre de Designers Capital, j'ai participé sur l'invitation de Giovanna Massoni, qui est commissaire de la maison POC économie circulaire. On a inscrit quelque chose dans l'espace. Alors, c'est une réactivation d'une première fresque que j'ai faite à Bobigny dans la cour d'une récré. Mais en fait, cette forme que j'avais créée là pour incarner un mouvement, l'énergie des 500 mômes que je voyais courir dans une cour de récré, pour raconter là qu'est-ce que c'est l'économie circulaire, et pas avec, là aussi, ce signe très normé qu'on connaît, les 3 flèches, qui apparemment, d'une manière parfaite, font que rien se perd, et ça tourne en rond tout le temps. Ce qui ne correspond pas au vrai mouvement d'une société qui aurait décidé d'aller vers une économie circulaire que je souhaite. Il manque la 3e dimension. Mais voilà, et la question, c'est dans un vrai mouvement sociétal comme ça, il y a des petits acteurs, des grands acteurs, des moyens, et tout le monde ne va pas dans le même sens tout de suite. Il ne faut pas non plus s'imaginer ça comme un mouvement militaire où tout le monde tourne en rond. Du coup, quand on regarde cette fresque, il y a des flèches toutes petites, il y a des très grandes, il y en a qui tournent déjà dans le bon sens, d'autres pas encore. Mais c'est pas grave, parce que quand on regarde l'ensemble du haut, il y a une dynamique. Et moi, je souhaite qu'on participe en tant que designer à cette dynamique de transformer la situation sans que tout le monde y va tout de suite, que ça aille dans le bon sens. Je crois que tu penses comme moi que la représentation, ce type de représentation, peut avoir de l'influence sur la transformation ou sur l'intelligibilité des choses. Bien sûr, sans non plus penser que c'est le designer qui va transformer le monde, comme certains dans le design thinking qui pensent que maintenant la gouvernance, c'est du design, etc. Je pense que c'est des processus complexes avec tous les acteurs d'une société, et nous, on peut jouer un rôle là-dedans. Et je pense qu'on doit réfléchir sur notre manière de faire du design, sur notre manière peut-être plus encore qu'avant, d'être quelqu'un qui interroge d'une manière critique la commande. Et je pense que le design a toujours été déchiré entre son rôle d'accompagner les modes de production productivistes pour les rendre plus jolis, plus acceptables, mieux visuellement, esthétiquement, etc. Ou de prendre le rôle comme designer qui ne met pas seulement en forme, mais qui interroge l'usage de cette forme, qui interroge les modes de production et qui dit à son commanditaire, peut-être au-delà de la forme finale, il faut interroger avec quels matériaux, avec quelle destination, quel usage et pour quel public il faut qu'on produise tout ça. Je crois que on va conclure, puisqu'on ne va pas trop faire attendre les personnes qui étaient prévues dans ce programme. Non, et surtout, moi, je te remercie beaucoup parce que pour moi, il y a plusieurs appels là-dedans qui vont nous accompagner pendant 24 heures. Les 24 heures. Ou les 22 qui restent. Et qui correspond aussi avec les désirs de Jordi ou les questions de Jordi. C'est que toi, tu as dit regarder en haut et regarder, de prendre la distance pour être encore plus près des choses. Et je pense que ça se réunit et
et ce que j'aime beaucoup dans ta prise de position, elle autorise. Donc, et ça, c'est, si on parle d'empowerment, en ce moment, je pense qu'il faut se autoriser. Avant, j'aurais jamais utilisé le mot autoritaire, mais dans un moment autoritaire, il faut s'autoriser de faire. Et c'est peut-être ça la traduction de empowerment en ce moment. Et je te remercie que tu nous as impulsé ça dans ce moment ensemble. Merci beaucoup, Merci. Malte. Et Bonne juste pour continuation. dire, Oui, merci. l'exposition de Malte est visible ici. Venez à Lille et viens visiter. Ah oui, tu as tout un collectif. Et ça, c'est important de dire ça aussi. Qu'on va voir tout à l'heure, Giovanna. Et maintenant, on se rend chez Philippe Cassa à Milan. C'est bien ça? Mais quand on pense à toi, on pense à la fois à Hong Kong, donc on pense bien à cet écartement entre des lieux divers et entre des cultures diverses. Philippe, tu es designer, enseignant. Nous avons commencé une discussion très intéressante il y a 6 mois ou quelque chose de cet ordre-là. Tu étais fortement confiné, à peine revenu de Hong Kong et de Paris d'ailleurs. Où en sommes-nous actuellement et surtout comment ces réflexions que nous avons eues à ce moment-là sur comment penser à la fois la pédagogie du design et le design lui-même dans ce contexte nouveau peut être peut-être repris comme discussion que nous avions. Pardon, c'est voilà. Très mauvais français. Oui. Oui, donc en fait, comme tu dis, Rudy, moi j'ai commencé mon confinement en novembre, parce que, mais pas par rapport au Covid, c'était par rapport aux événements politiques qui se passaient à Hong Kong. Et donc j'avais commencé déjà à enseigner avec Skype, avec Zoom. Et donc je ne vais pas reprendre les mêmes arguments que mes personnes précédentes exprimaient, mais c'est vrai que cette distance, même Suzanne en parlait, cette distance, la difficulté de parler avec les gens, même de les trouver, pendant un moment, je n'ai plus du tout eu d'enseignement parce que j'ai quitté Hong Kong et seulement très très récemment, j'ai recommencé à enseigner. Donc, disons que de ce côté-là, je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la manière d'enseigner, mais j'ai l'impression qu'à des niveaux différents, c'est-à-dire qu'il y a des cours en ligne, il y a des vidéos sur YouTube, mais c'est extrêmement difficile. Moi, par exemple, j'ai mon fils qui étudie les beaux-arts en première année. Il a une très, très grande difficulté parce que c'est un enseignement qui nécessite d'être en présence. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible. Dans mon cas, ce que j'enseigne, c'est l'histoire du design et matériaux et processus industriels. Donc, c'est intéressant de repartir justement de comment éduquer ou comment enseigner le design et comment l'apprendre aussi à travers ces moyens qui sont tout à fait immatériels. Donc, ça demande de repenser complètement la manière dont on fait les cours. Et là, j'étais en train d'en préparer, effectivement, et je pense à ceux qui ne sont pas là, par exemple. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire à travers mon cours pour pouvoir repérer toutes sortes d'informations dont je parle. Donc, je mets des liens, je partage des liens sur Google Drive. Moi-même, j'ai trouvé la manière de rassembler aussi des tas de livres en PDF qui sont en ligne et souligner des choses que je connais, mais qui ne sont pas suffisants avec un PowerPoint où il y a juste des images et où, en général, on attend la parole de l'enseignant qui, forcément, n'est pas là. Donc, c'est probablement une manière aussi de laisser une trace, enfin, de laisser c'est ne pas écrire un livre, mais en tout cas, c'est une occasion formidable aussi pour pouvoir diffuser ces cours à une plus grande partie, plus grande quantité de personnes. Au printemps, tu disais qu'il était presque impossible d'enseigner le design sans cette dimension pratique, sans les ateliers, sans le faire. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est pratiquement, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie théorique. Ça marche à peu près.
Mais effectivement, c'est un défi, c'est-à-dire comment. Je me demande effectivement vraiment comment je vais faire pour la deuxième partie d'un cours que je donne en Italie, où les élèves, enfin, les étudiants doivent fabriquer quelque chose. Donc il faut vraiment que je prépare toute une série d'instruments pour leur permettre d'évoluer. Mais après, c'est vrai que pour avoir un retour sur ce qu'ils font, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas les atteindre. Bien On ne peut sûr. pas tourner l'objet, on ne peut pas montrer là où ça ne va pas. Et d'ailleurs, avec ce type d'écran qui est fixe, probablement il faudrait avoir une caméra, une GoPro, et puis d'autres moyens peut-être plus virtuels ou des casques en réalité augmentée. Enfin, mais en tout cas, les moyens sont des moyens, mais ce qui est important, c'est aussi que de l'autre côté, ça doit adhérer, quoi. Et de ce côté-là, c'est très difficile aussi d'avoir un rapport, par exemple, avec 35 personnes. Hein, peut-être dans un cours, on peut interagir avec 2, 3 ou 4 ou 5 personnes, mais c'est difficile d'interagir à plus. Quand on voit toutes ces images sur Google en forme, enfin, moi, ça m'affole. Personnellement, ça m'affole. Est-ce que, donc, je pense, ça a changé la forme d'enseignement, mais est-ce que ça a aussi changé le sujet de l'enseignement? Est-ce que c'est aussi une société dans l'industrie design, le design industriel? Est-ce que ce moment-là est aussi un moment d'exception qui met en question toutes les chaînes de production, des formats? Donc, comment ça a impacté aussi le contenu de tes cours? Alors, en fait, moi, ça fait déjà quelques années que j'essaie de relier les différents cours que je donne, parce qu'en fait, je donne cours d'histoire du design, donc on étudie les produits, on étudie la manière dont ils sont faits, et devant l'urgence qu'on a, l'urgence de survie qu'on a, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui est dans le passé a été valable, ce qui n'est plus bon, il faut s'en passer. Mais par contre, l'important, c'est de penser à la complexité des choses. Auparavant, on pensait toujours d'une manière très spécialisée, alors que maintenant, quand on parle du design, on va voir qu'il y a des ingénieurs, des marketing qui s'intéressent au design, mais pas seulement comme le design thinking, mais vraiment dans l'idée de créer des nouvelles écoles qui soient capables d'avoir des interactions, disons, avec des intentions communes. Il n'y a pas le marketing qui veut inonder le monde de produits en plastique. On a compris que c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, ah oui, mais alors le design, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est seulement la cerise sur le gâteau, ou alors c'est une méthodologie, ou c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser avant de faire? Et durant cette période, nous avons eu la possibilité de penser beaucoup et de ne rien faire, ce qui était une chose, mais après on s'est remis à refaire les mêmes erreurs. Et donc là, je crois que de notre côté, enfin les designers, on a toujours cette difficulté aussi d'entrer, parce qu'on est un peu considéré pour l'instant comme des professions non utiles, hein, au même titre que la culture. Et c'est extrêmement difficile pour les designers en ce moment de trouver d'avoir du travail. Oui. Par contre, il y a beaucoup de productions d'idées, de projets, mais qui tombent à l'eau parce que, par exemple, à Milan, il y a eu des demandes aux designers et donnez-nous des idées, d'accord, donnez-nous des idées gratis. Et après, qu'est-ce qu'on en fait des idées? On n'en fait rien, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est un souci. Mais dans la manière, ça voudrait presque dire, Philippe, que nous avons à réinventer une sorte de forme d'économie de ce que devra être le design dans une société où le libéralisme aura peut-être moins d'importance. Ah oui, tout à fait. Il faut vraiment se réinventer.
parce qu'auparavant, on nous demandait de faire des choses qui pouvaient être des beaux produits, des belles communications, des belles choses imprimées, mais maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Donc, la question, c'est comment nous, on peut se réinscrire dans cette société. Et ça, ça demande beaucoup d'échanges, tels qu'on est en train de les faire. Et alors, je voulais faire une blague. Enfin, c'est un fond. Est-ce que vous voyez à l'envers ou à l'endroit? On le voit à l'envers, là. Alors voilà. Oui. Voilà. Ah, là, Et c'est donc, bon. Oui. voilà. Enfin, ça, c'est pas une blague, en fait, mais c'est un schéma que j'avais développé il y a quelques années. Puis petit à petit, c'est devenu un peu mon cœur d'office, mon idée fixe. Et c'est comment mettre en relation les différentes choses, que ce soit au niveau du social. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire dialoguer tout ça? C'est-à-dire entre les deux, entre les différents éléments, c'est là qu'il y a le moyen de dialoguer. Comment est-ce qu'on va faire, par exemple, comme on parlait précédemment, Marc, pour faire en sorte de permettre aux gens de respecter les règles sans que ça devienne un cauchemar. Alors il y a des exemples. Moi, je me rappelle, j'étais au Japon aussi, où tous les gens attendent devant en file indienne, très très disciplinée, mais pour eux c'est normal, c'est devenu normal. Ouais. Après, j'ai enlevé ce schéma parce que c'est pas forcément. Voilà. Ah, excusez-moi. Non, voilà. Ça va. Là, je crois que j'ai un problème. Non, tout va bien. J'ai tout à coup eu une musique qui a commencé. Voilà. Voilà. Oui, Et, je trouve ça intéressant quand tu nommes justement cette attitude du japonais dans cette énorme discipline, autodiscipline qu'il peut avoir, allant d'ailleurs jusqu'au suicide si la faute est révélée. C'est peut-être une sorte d'idéal que certains politiques peuvent avoir quand ils se désespèrent face par exemple, à la latinité et l'indiscipline de population latine. Alors que je pense qu'il y a là une sorte de non-sens qu'il faut arriver à dépasser et qui consiste à dire, au contraire, c'est une énergie énorme qui existe dans cette population, une créativité énorme. Comment arriver à faire qu'elle se retrouve dans une synergie et pas dans un chaos, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup à voir avec, si on regarde le schéma que tu as mis en place, avec l'interstice, c'est-à-dire ce qui est entre ces éléments et ce travail de lien entre ces éléments-là. Oui, tout à fait. C'est un peu des questions. Pourquoi, par exemple, les gens se sentent contraints et pourquoi ça les gêne? Ce serait intéressant d'aller plus au fond, quoi. D'aller. Est-ce que c'est parce que même naturellement, on peut s'éloigner des gens sans qu'il y ait besoin de ces dispositifs. Mais il y a eu des tas de, surtout chez les jeunes, chez les enfants. Hein. Je voyais en Chine, on avait toutes sortes d'inventions. Ils se mettaient des chapeaux, et j'ai l'impression que ça fonctionnait mieux que justement ce graphisme un peu très rigide, il manquait un aspect, c'était la relation, c'est-à-dire la relation, et c'est ça qu'en fait qui crée, que j'ai remarqué durant cette période, c'est qu'on est de plus en plus enclin à la relation. Mais je crois avec les gens. D'une certaine manière, la culture chinoise est une culture qui met au centre cette question d'énergie de relation. Alors, c'est pas tant la relation entre humains, c'est relations entre des éléments à l'intérieur de l'humain ou des relations entre l'espace. Je trouve que c'est un endroit où on peut-être apprendre pas mal de choses encore. Oui. Et pour juste ajouter à ça, c'est peut-être pas mettre en relation les égos, mais quand même les humains. Ça veut dire c'est quand même les êtres humains multidirectionnels, mais en relation,
Mais les égos, c'est vraiment quelque chose que nous avons appris dans des workshops, que c'était possible à travailler avec des étudiants chinoises aussi 24 heures, parce que l'autre a repris le travail de celui d'avant sans questionner sa rôle d'être dans un processus de plusieurs mains. Et je trouve ça, c'est quelque chose, cette crise d'ego, c'est peut-être quelque chose qui est aussi une chance. Oui, certainement, parce que même dans la culture asiatique en général, dans le yoga, dans le tai chi, il y a cette idée de l'énergie et du dépassement de l'ego. Donc, par contre, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire, on n'est pas tous égaux, mais c'est vrai que d'apprendre de plus en plus, moi je suis persuadé, comme le dit aussi, j'ai un autre fils qui étudie anthropologie à l'étude des études de sciences sociales, et qui fait un mémoire sur le yoga. Et donc, une chose qui m'a beaucoup frappé qu'il a dit, c'est que s'il doit y avoir une révolution, c'est une révolution qui doit partir de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est en nous qu'on doit faire la révolution. Et ça, c'est quelque chose, par rapport à l'ego, je trouve que c'est très vrai, cette chose-là. Pour pouvoir avancer et ne plus être en compétition les uns avec les autres et aller dans le même sens, je crois que c'est très important. C'est presque une conclusion, cher Philippe, je trouve, tout à fait. Parce que c'est très important. Merci beaucoup et je reviens sur merci ça. À vous. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et avec grand plaisir, tu sais. Et vous suivre aussi. Merci Philippe. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Nous allons à Barcelone avec Roger Pez. Tu m'entends? Oui, je vous entends, pas très bien, mais je vous entends. Vous m'entendez, moi? On t'entend très bien et on reste en français. Ou en anglais. Ou en anglais, si tu veux, Roger. Non, comme vous voulez. Vous savez que mon français, c'est un petit peu un fratalan, si vous voulez, mais ça me va. Ça me va. It's better in English because non. Moi, j'adore le français de Roger. Pour moi, si je parle avec Rudy, il faut qu'il ait un français, même si mon français est trop mauvais. Mais bon, on y va. Some questions in English. Okay, thanks. Yes. Cher Roger, donc comment te définir? Tu es architecte, mais je dirais que tu as une particularité qui est très proche du design dans la manière dont tu approches peut-être l'architecture, et notamment à la fois la temporalité de l'objet construit, mais aussi le fait que tu places fortement au centre les questions j'aime pas trop dire l'usager, mais du citoyen. Tu nous as fait un projet que moi je conserve comme absolument exemplaire dans ce travail sur les espaces publics, où on a analysé, je ne me souviens pas combien de places, je crois que c'était 7 ou 6 à Barcelone, uniquement sur la base de la circulation et de la manière dont les personnes se dansaient d'une certaine manière dans l'espace public. Alors, à la fois comme pédagogue, mais aussi comme créateur, comme designer, j'aimerais bien savoir comment cette situation de confinement, cette situation difficile actuelle affecte ces méthodologies que tu as mis en œuvre et comment tu vois leur transformation pour arriver à les dominer, à dominer la situation, bien sûr. Ok. Oui. You can answer in English. You can answer in English. Non, ça me va. Si je peux pas suivre, je passe à l'anglais. Comme je te dis, mon français est mauvais, alors il me force à être un petit peu plus lent et réfléchir un petit peu plus. Ça me donne un peu du temps.
Et alors, oui, vous avez très bien exprimé ce qui m'intéresse. Surtout, c'est la question de la temporalité par rapport au design spatial. Alors, pour moi, ça, c'est l'architecture, mais pas forcément l'architecture traditionnelle seulement, édificatrice, disons. Oui, la question de la crise du Covid, évidemment, a beaucoup affecté l'espace public. Comment est-ce qu'on utilise l'espace public? Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, comme vous venez de dire. Et alors, évidemment, ça a eu un impact très, très grand. Il y a eu beaucoup de choses qui sont problématiques. On a déjà parlé il y a plusieurs mois, quand on commençait le confinement. La question de la militarisation de l'espace public a été très évidente, je dirais, partout, évidemment, à Barcelone, c'était assez clair. Mais c'est aussi vrai que pendant ces temps, et encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'initiatives pas non-planned, basically. Alors, pas forcément planifiées, mais très organiques, qui ont permis à les gens, les citoyens, de façon individuelle ou bien en communauté, de s'organiser et de réinventer vraiment des espaces publics d'une façon, je pense, très intéressante. Et je dirais qu'il y a deux choses, si vous voulez, deux champs de choses qui m'intéressent beaucoup là. L'une, c'est la question de type d'appropriation de l'espace public qu'on a vu, même s'ils ne sont pas généralisables, si tu veux. Mais je pense que ça a été très, très intéressant et je suivre de très proche cette initiative, disons, spontanée, organique, parce que je pense qu'on peut y lire beaucoup d'intelligence collective et je pense qu'on peut beaucoup en apprendre, si vous voulez. Mais la deuxième question, c'est que l'espace public a souffert, si tu veux, une transformation. C'est qu'on comprend maintenant qu'un public a changé. Par exemple, maintenant, je suis chez moi, vous voyez mes petites, je ne sais pas quoi, non? Ma fille a fait un chevaux là-bas, et il y a un singe et tout ça. Tous ces genres de choses on avait une très claire séparation, si vous voulez, entre ce qui est privé dans la maison et ce qui est public dans la rue, si vous voulez. Ça a beaucoup changé. Et je pense qu'il y a eu des tendances et des questions très intéressantes. Et je pense que on peut voir, pas partout, pas assez, mais on peut voir une certaine récupération des espaces communs qu'on avait perdus. Des espaces communs, je veux dire, c'est qu'on peut trouver entre ce qui est intime ou privé et public d'une façon claire. Et par exemple, je ne sais pas si c'est le cas à Paris, mais par exemple, ici à Barcelone, on a récupéré un petit peu la relation avec les voisins directs, ceux qui trouvent dans l'escalier. C'était une chose qu'on avait complètement perdue. Et on a récupéré des questions de solidarité verticale, si tu veux, très, très évidentes, qui étaient qui formaient partie normale de la vie il y a beaucoup d'années, mais maintenant, on récupère de façon différente. Alors ça m'intéresse beaucoup aussi. And I think this is very important, the solidarity vertical, what you just said. And I think now the big question is how we reconnect this with the international again. Because what we have thought, which is a temporary exception, starts to be more long-term than we thought. So how do we authorize us to make this kind of connections and to because what I have seen is also a stigmatization of those who start to be mobile again. Then the neighborhood can be very aggressive because those who are traveling start to be an element of danger. So then
what has been solidarity of neighborhood, if you start to have different commodities, the solidarity can be turning in the other way around, like observation. And I think this is a very important question, which has been discussed also in fascist time, how this hyper proximity doesn't turn into a kind of observation. Sorry, Vera, I heard you really, really badly. You broke down very often. I'm not so sure. Can you summarize what your question was? No, the question was just how this hyper proximity and the solidarity vertical, which I think is really something which we have seen in a lot of contexts and which is very good. How this now, when you have a fragmentarization, because not everyone is in the same situation now. We don't have a radical lockdown, but we have different situations. And so what was creating the common is now is not existing in the same way. So some are mobile, others not. And if you are mobile, you start to be a danger for the community. So we have a mixture between now a kind of solidarity and observation. Yes. Yeah, I think I got you. Still, it's quite noisy and your voice breaks down. But yes, no, absolutely. We discussed this. I think that has to do with. Actually, I think it is another aspect of what brought us the initial reaction, very, very brutal reaction of lockdown and militarization of public space. So, in a way, it is the other side of the coin. It is true that questions of citizen rights and those who have the ability to still perform, if you will, still work, still do des congrès comme on fait maintenant, from a home that has got certain spatial and technical capabilities, has let's say, furthered a divide that already existed. So the question of the digital divide has been made very apparent, for instance, in questions of education. For instance, where I come from, that has been a very poignant debate. It is assumed that everyone has got computers and internet and decent internet connection at home. That's the vast majority of people in Western Europe, but it's not by far. It's not everybody. So that is really causing, let's say, it's deepening the social divide through digital divide too. And then definitely being on the street now, being on public space for many reasons now is becoming suspect. And in some places, and Catalonia is a very fantastic case study for obvious reasons that some of you may know, even more so. I mean, just yesterday, the King of Spain visited Barcelona, and that meant a total lockdown. So half of the city was in lockdown because this character decided to come, etc. So I think that the question of one of the things that let me try to put it in a positive view. I think that one of the things that we've been trying to do, and we're not alone, obviously, in this attempt, is try to take the question of distancing, this really awful concept of social distancing, which I like to call physical distancing, but everyone calls it social distancing. Try to take this necessary distance. We speak about asocial distancing. Yeah, exactly. Okay, that's even better. I try to just call it physical distance in the sense that we need to keep a certain physical distance between one another, but we're trying to use this physical distance that's compulsory basically for health-related reasons, and try to turn it into a weapon for socialization, if you will, or a format. So thinking in temporary spatial design formats in public space that use this necessary distancing as a way to prompt social interaction rather than force people, outside of the public space, or when in public space, just using it, as a thoroughfare to go from home to work or from home to buy or something. So we've been working quite a lot with this. We've been using a lot also children, which is always, children always help.
And we've been using game techniques, not methodologies, even not only for children, but to prompt this. So, for instance, we did very recently an intervention in a small city in northern Catalonia called Olot, where we used sound mirrors that we installed in public space that can be moved as a way to have people generate really intimate relationships at a distance in public space. That which became, in the beginning was a playful idea, became really, really powerful. And we were extremely surprised how people, not only kids, which is what we assumed was going to be, but people, old people, etc., started chatting and even whispering to one another at 20 meters distance, or people started to play different instruments, to sing choral voices, so you could hear it from other places that were far removed from where this thing was happening. So it was a very interesting way to try to use this compulsory physical distance to turn it into a socializing mechanism rather than to a socializing mechanism. So this may be minor, but conceptually for us is very, very important. How can we take all the limitations that we have and use them radically as a way to prompt interaction rather than to keep people apart? It's a very, very great proposal, and I think what is interesting that that context where this kind of waltz, for example, the singing was always a subversive action of is in the counter-Israelian way to extend space by the voice, for example. So we find again maybe models, and I think these proposals, I'm very happy that you showed them, is a kind of performative way to use these authoritarian elements, but to overcome and to sharpen our relation even. And there I'm just like to quote François Julien, who always spoke about the écart, about the distance in relation. And so distance as energy. As energy. So by distancing, we are even more connected, because like in relations, you have to go a step back to see us closer. And since we honor also Jordi, with whom you have worked, it's precisely one of his quotations to take distance, to be closer to the phenomenon. I'm happy that you also brought this up almost as a homage. Well, yeah, I totally agree. I mean, actually, the title of this project was called "Far Away, So Close." No, so actually using this idea of not only of being intimate at a distance, which again, to me, what's very interesting is how, by doing this, for instance, this specific project not only allows people to use public space in another way, but still use it, but also that they begin to use public space in a totally different way. They begin to associate it to actions that are much more closer to private, intimate questions. And again, like I'm now in my intimate place and yet doing a public event. We can go out in the square, which is a public place par excellence, and still generate these intimate connections through whispering or through voice or through, which is something that we would have never thought of. So Roger, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Comme toujours un plaisir, on apprend beaucoup. Et à très vite. Ciao, merci Roger. pour votre militance. Et bon, il faut y insister. Et bon. Il faut continuer. on y arrivera. Ciao, Roger. Hello, Kiko. Hello. How are you? Good. Yes. I'm happy to see you not in the jungle, but in Sao Paulo. Yes, I had to come back. You had to come back. Yes, I had to. I moved from my office
And now I'm working at home. As you can see, I arrange my studio at home. It's very good. It's very good. Tell us why you had to come back, because you went out during the time of lockdown, and then you decided to come back. Was this a decision from your heart that you needed to come back, or? Yes, I had to shut down the office because it was. I had plans for making a kind of a school, apprenticeship studio, but with the pandemic, there was nobody to go there, so it was empty, and it was a big space, expensive, and also I wanted to change because I felt like I was driving an incredible big ship with thousands and thousands of tons. And that made me feel very heavy to turn course. Now I am very light. I can associate, I can do different things, and it's much more comfortable now being one person than being a huge structure. So that's why. So I had to give up. I have to change. It was 35 years in the same address. I have a lot of stuff, books, and so I had to subtract. Yeah, I had to leave, and so I feel much more comfortable now with the future. Yeah. Yes, So I think it's a problem of many designers in the moment who has structures is that the answer, asking at the designers in public and cultural elements are not same as 10 or 20 years before. Yes. So I had to leave very heavy baggage, so now I can learn new things. I'm trying to learn to discover new ways of tell stories and new softwares, new ways of working, collaborative. So this is I have to free myself from what I used to be, and now I'm trying to be somebody else. I don't know if I succeed, but this is kind of a good feeling. So I saw that you asked people to define himself is with one short sentence, and I would say that I'm in the battle between despair and hope, between dystopia and utopia, because this is where we are now. We are in the crossfire. We don't know who we are, but we have gone through this before, not the same way, but this is a kind of we have to find new ways of working, of being, of living. This is where I am now. Yeah, I think what is interesting is that we have to define what is in crisis. So there's one system which is in crisis which we want to keep, but there's the other parts where it's also a chance that it is in crisis. And it's a self-questioning. So as you say, it's a kind of act of concentration, but it's also an old form which is gone. The old form where we can't, which was too heavy, as you said. Yeah, we cannot be as we used to be. So I'm very worried with what to do with what I know. How can I give what my experience?
and I see that this is a contradictory way now, because we have a broadened chance to broaden our universe, our understanding of things. But we see that the new generations they are narrowing their perspective so much. And this is a very complicated thing, because we see this narrowing view. So everything is gone under the same perspective. If you see a volcano eruption here, or you see a flying over, so it has the same value. We lost perspective of how big an event is, or how important politically. So this is kind of worrying me about this, and that's why we are so target for fake news, because there is no way of know what is truth, what is not truth. So this is my battle now. I want to give tools for the young generation to learn to see the world as it is. So that's the way. It comes also from a lack of understanding of the role of science. We see here in Brazil and also in other places people talking about not getting the vaccine for the virus, because this is a kind of the Trump and here Bolsonaro, these evangelic people like in the Middle Age. So this is incredible. Science is so important. At the same time, science is a technology, is a kind of a bad thing. People see as a bad thing, but it's also a good thing. So it's also again, it's bad or it's good. It's utopia or it's dystopia. It's despair and hope. This is a very energetic moment, and you have to find out who you are at this very moment. This is what I'm worried about. It's a very good topic, I think. And I see this is we are behaving as humankind very irrationally, and I see that design is the opposite of it. So as I said before, design is project, it's rational, it's building, and now the world is irrational. It's crazy. I don't know how did we come to this point. and Kiko, you're thinking this projectazione, in this design at all. Did you have in this new situation better possibilities to go over the commands, over what the other are asking? Did you have better possibilities to think after tomorrow? I don't know. I think that here we had to come back to a situation that is worse than before, because we have to the interlocutors, the people we talk to in the companies, in the government, people are much less intelligent, much less informed. There's a lack of people who you can talk about. So we have to I don't know, educate this new generation, because it's difficult. So I'm moving now from print to cinema. I'm doing two works on cinema. So I'm trying to learn softwares. I'm trying how to talk to in movies, and so this is very, very exciting, but also very, very anguish, because I don't know. I have to learn. So this people, it's kind of different. I'm working for Netflix now,
for a project, and it's so difficult to get access to the information, to know what's happening. The workflow is so confused, international, and the tools are so poor. So yesterday I had a job. I had an assistant coming to my studio, and I had this 2 hours of living conversation. It was so good. It's so much more. It works so better that when we can talk, we can share. Sure. This is I don't know. I'm talking too No. much. No, this I is think it's very important. It's essential. What I wonder, you have worked also with your films and engagements. You also worked with communities which were already in an informal situation and which had already lived other crises. So the corona crisis is just one on top. So I think of these communities who occupied houses temporarily and where Carla made the film about. So do you have, are you in contact still with these communities, and do you see there maybe a capacity to deal with this state of exceptions where we, who are now in this situation, can maybe learn from their way to They are in a very precarious situation, and there is this community people who are trying to help this people who are occupying these buildings, and also we have a lot of homeless people, and unemployment here is very high, and there is no help from government. So there is a big net of community who are helping, but I don't know. I don't know. It's I can feel that I can act as a designer. I can act as a citizen. I can act as a person. But I don't know. I don't see the role of design. I think that we have a very important role in the elections and the information, but we are failing to fulfill this requirement, because what is more important now on this fake news environment, design is not part of it. To say the truth, design is the kind of the opposite. So design is opposite of fake news. Yes, it's not design. So our president, when he gives interviews, he gives in the more, like I say, non-design environment. The pen is not a pen. The table is a surfboard turned down, because he is against. He's against quality. He's against design. He's against. So this is the mainstream now. Design is bad. Good things are bad. Elegant or good solutions. No, what is valuable now? It's the no design. So this is a kind of a situation we cannot deal with it. We don't know how to face this wave of poor design, of bad design, of ugly. Thanks a lot, Kiko, to say this, because I think we are a little bit in similar situations. It's probably not so extreme as in Brazil, but existing this kind of turning of the reality and this permanent this permanent fake at all, and the spirit of this fake at all. Yes. And I think that's one of the elements we have really to work on it. How can we come again to culture, to elements who are not propaganda,
who are based on something who we can construct together. I think it's very important. I think very, Kiko. Yes. And yes. I hope Okay. we see us physically in a quick time. I hope too. I can visit you and you can come here. Or we. Ciao, Kiko. Okay, thank you. In the Bye. same city, what is 500 meters one of the other? En français, Rico. Cette fois, on change de langue. Parler en français. On va changer, on va passer en français. Hein. D'accord. Donc, tu es pas loin de Kiko, 500 mètres ou... Non, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On est assez proche en plusieurs choses. Voilà, en plusieurs dimensions, vous êtes assez proches. Plusieurs dimensions, voilà, c'est ça. Donc, Rico, je me souviens de la discussion que nous avions au printemps. Oui. Tu nous présentais ces difficultés de travailler dans le domaine de la culture, également ce que dit un peu Kiko aujourd'hui, cette baisse de la qualité, de l'exigence de qualité des commanditaires, et puis la manière dont tout ceci se transposait, bien entendu, et émanait de la politique, indirectement de la politique du Brésil. Ouais, je crois que quand on parle de culture, les liaisons de design avec la culture, c'est pas seulement pour faire de bouquins ou de livres ou des choses, de produits culturels, mais je crois que c'est plus profond. C'est comme l'architecture, comme la littérature, comme le cinéma. Enfin, le design, il occupe une place très importante là-dessus et qui est malheureusement très, très mal reconnu. Il était déjà difficile avant parce que on parle de répertoire, on parle de compréhension de qu'est-ce que le design peut faire, et on n'a pas un passé assez construit là-dessus. Ouais. Et quand on a un régime autoritaire comme ce qu'on voit maintenant, pas seulement ici, mais dans d'autres pays, ça devient de plus en plus compliqué. Je crois que ça ne sera pas pour toujours, heureusement, mais l'impact, il me semble permanent. Enfin, ouais. C'est quelque chose qui va changer notre façon de voir les choses, de participer. Et puis, on a aussi une présence assez forte de médias numériques qui font toute la médiation maintenant, surtout, non? Et ça change pas mal notre relation avec ce qui est autour de nous, soit l'espace, soit le temps, tout. Enfin, il y a une médiation, on est toujours dans une fenêtre. On se regarde à travers des fenêtres. Mais tu crois pas qu'à un moment, la culture peut redevenir une sorte de contre-pouvoir la culture, c'est soit résistance. Mais certainement, je crois et vraiment, d'une certaine façon, on se prépare pour ça. Ouais. Je crois que la résistance, elle est très importante dans tous les niveaux. Et puis, dans la culture, je crois que le design souffre, mais il y a d'autres chemins, d'autres moyens d'expression qui souffrent plus que nous. Je crois que le cinéma passe pour un moment très, très, très difficile. Tous les arts dramatiques, soit le théâtre, la danse, tout ça,
et tous les gens qui sont dans l'industrie culturelle, qui sont perdus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de double destruction? Il y a une destruction qui vient du libéralisme, d'une certaine manière, de cette superficialité du marketing et tout ça. Et d'autre part, ce que tu indiques bien par rapport au régime autoritaire ou au régime, disons, nationaliste. Je crois qu'il y a ici au Brésil, surtout, il y a un mélange, une approximation très grande de l'autoritarisme et le libéralisme. C'est quelque chose qu'ils font un tandem assez fort. Et puis, c'est assez compliqué. Mais je pense, j'essaie d'être un peu plus optimiste quand même, parce que sinon, on ne fait rien, on ne résiste même pas. Et je trouve que il fait qu'on sort d'une certaine façon d'une zone de confort et qui nous fait réfléchir sur de nouveaux moyens de ce qui est autour de nous, de faire face à toute cette précarisation qui existe partout, tu vois. Il y a moins de travail, il y a moins de choses, il y a moins d'espoir, non? Il y a moins de possibilités concrètes de faire des choses. Je trouve en fait qu'on est dans une nouvelle anormalité. Ce n'est pas une nouvelle normalité, mais une nouvelle anormalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'en ai parlé dans un dessin cette nuit, de la nouvelle anormalité. Nouvelle anormalité. Et ça nous donne une toute différente vision et dimension du collectif. Parce que on doit garder le dialogue, parce que le dialogue, c'est la première chose qui a cassé dans le régime autoritaire, mais on doit garder le dialogue, on doit garder la possibilité de faire ce qu'on peut dans les situations, travers ce mur de verre. Travers lequel on parle là maintenant. Et puis il faut trouver des façons de renégocier cette distance sociale par cette nouvelle médiation qu'on a. Mais je trouve que ce que nous pouvons aussi faire, c'est offrir d'autres imaginaires. D'autres imaginaires, il y en a un grand. Je crois que ça, c'est assez positif. Je trouve que les limites, ils sont très importantes pour la créativité. On sent et on vit ça nous pose un défi créatif assez fort dans tous les domaines et qui affecte le design comme d'autres manifestations. Le design, surtout au niveau du langage, là maintenant, on ne peut pas se permettre d'être que designer. On doit travailler avec le cinéma, on doit travailler avec la musique, on doit travailler avec l'animation. Il y a d'autres moyens qui s'imposent au niveau du langage et que je trouve que ça, c'est très important. Ça, c'est un chemin qu'on doit prendre. C'est-à-dire, on devient auteur. On devient un auteur. On devient un auteur et on devient aussi, parce que cette médiation, elle filtre tout. Elle filtre la création, elle filtre aussi l'activisme, elle filtre tous les processus d'éducation aussi, éducationnel. Il y a tout un changement. Là maintenant, par exemple, j'ai une expérience au niveau avec les étudiants. On a dû tout changer. Il y a beaucoup de choses dans l'apprentissage qui est présentiel, mais on peut pas se permettre d'être présentiel pour l'instant. Alors, même si c'est une situation un peu hybride, ce que conditionne tout, c'est la médiation
numérique. Oui. Donc, c'est marrant parce que je pense que c'est une contradiction, mais d'une certaine façon, la distance nous approche. Je peux juste te dire que j'ai vu ton affiche sur le Corona à Madrid. Donc tes affiches. À Madrid, le point d'interrogation. Tes affiches circulent au moins. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai, on fait tout ça. Et je me souviens bien de projets qu'on a fait, Place en relation. Oui. Il a maintenant toute l'interactivité dans les villes change, quoi. Enfin, on n'est plus dans la rue. C'est vrai que ça changeait déjà pas mal avec le numérique. Les affiches sont plus dans le mur. Ouais. Les affiches maintenant, ils sont dans des panneaux électroniques, ou sinon ils sont dans le média. Ils ont changé. Il y a un changement assez et pour toi, c'est important. Tu penses que c'est irrémédiable ou c'est temporaire? Je ne sais pas. On ne peut pas dire que... Même si je ne sais pas si irrémédiable, c'est le mot le plus précis. Parce que je pense que ce n'est pas temporaire. Je crois qu'il y a un côté un peu permanent. Mais c'est un changement, enfin. C'est quelque chose qui est venu pour changer le langage. Il nous amène à un changement des points de vue, par exemple. Ça me paraît juste, mais en même temps, on sent un tel besoin de proximité des corps en parallèle. Tu vois, c'est pour ça que peut-être c'est quand même un moment, plus qu'un... Mais et surtout, ce que vous avez étudié dans ce projet, c'est précisément une ville qui n'a pas vraiment des espaces publics dans la logique qu'on les connaît. Fait pour ça. Voilà. Ouais. Et cet acte d'appropriation de cette avenida Paulista, c'est fortement lié à une culture de performance. Et je pense, de rapport. De rapport et mais performatif, je trouve, avec le carnaval, avec ces éléments d'approprier temporairement l'espace public. Et je trouve que c'est hyper important de repenser comment ça serait possible, même si ce n'est pas encore possible. Comment on peut développer, continuer à étudier. Ah, c'est toujours quand je prends. Pas grave. Bon, malheureusement, je crois qu'on va... Ça, c'était censuré. J'ai voulu rentrer dans l'espace public. Et là, doc. Pas grave. On reprend. Rico? Mais tu nous as donné beaucoup d'indices qu'on va continuer à discuter et prendre. Hein. Oui, on va aller vite. Si. On revient. Mais c'est plus pour te dire au revoir, parce qu'on a passé le temps. D'accord. Mais de toute façon, je trouve que c'est un processus assez intéressant. Là maintenant, par exemple, je travaille avec un groupe, un centre culturel de la périphérie, dont les gens, l'accès c'est surtout sur mobile, ils n'ont pas beaucoup d'ordinateurs, etc. Donc c'est un centre culturel, éducatif, et sportif, etc. Et tout ça. Et on a fait tout un changement. Toute une migration vers le numérique pour le classe, les vidéoclasses, le live, etc. Et là, maintenant, on est en train de faire une campagne pour le retour parce qu'ils reviennent au mois de novembre. Donc, il faut communiquer à la population, toutes les attentions qu'ils doivent avoir avec le Covid et puis comment ce changement va se passer. D'accord.
faire. Je crois qu'il y a des choses qui sont intéressantes quand même Bien de sûr. réfléchir. Bien Mais sûr. enfin, je crois que c'est ce qu'on a pour toujours. Merci beaucoup, Rico. Merci. Et à Merci à très vous. vite. Bien chanté. Oui, j'espère à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Merci. Super. Et on revient sur le présentiel, heureusement. Merci, Giovanna, d'être là. On va souffler juste une seconde. C'est quand même un sacré voyage. C'est un marathon. C'est qui la est- combien heure? Là, on est à la 6e. Déjà, non, non, quatrième. pas encore. Quatrième. Mais Quatrième. c'est surtout aussi un voyage émotionnel parce qu'on voit les amis, on voyage dans des contextes et dans nos têtes, leur contexte et les expériences, on a eux ensemble, voyagent avec nous. Donc parfois, l'âme ne voyage pas si vite. Je suis absolument d'accord et qu'il y a aussi des situations assez différentes parfois, Ouais. où il y a le lockdown sévère et rigide ou des lockdowns comme maintenant ici un peu pas clairs. Et ça, c'est intéressant de voir comment les émotions changent aussi. Absolument, Hein. absolument. Oui, Et comment les régimes autoritaires, Absolument. sociaux, libéraux, Oui. en fait, ont des effets très très forts sur ce moment. Hein. absolument. Ou et- vice-versa, hein, comment les Absolument. régimes démocratiques assument ou ne savent pas assumer des responsabilités. Des responsabilités, Voilà, ouais, voilà, ouais. exactement. Et aussi, il y a des réactions très individuelles. Hein. On parle quand même avec des individus dans des situations et dans des Absolument. conditions. Et je pense que c'est très important aussi de se permettre et c'est une question très, très dure. Est-ce que je parle en représentant la communauté ou est-ce que je parle aussi comme un individu qui peut être plus affecté à cause de 5 d'autres raisons et comment on partage ça hein, aussi dans un court 15 minutes. Absolument, mais je pense que c'est vraiment la dualité, oui. C'est la dualité hein, en ces moments entre la recherche de notre propre intimité et comment on se confronte avec l'inconnu ou la souffrance aussi, etc. Et de l'autre côté, le besoin, qui est tout à fait humain, de partager la souffrance. Mais il y a encore un autre niveau, je pense, qui est la fragilité, donc se rendre compte qu'on est tous touchés dans des conditions un peu différentes, parce que c'est vraiment une des maladies les moins inégalitaires qu'on peut vivre, hein, parce que le confinement a été vécu de manière très différente par des familles dans des HLM et les familles, dans le cas de Bruxelles, maison avec jardin et jardin confinant, donc il y avait des grandes fêtes. Avec vue sur mer. Exactement. Donc c'est vraiment toute une quête de quelque chose et souvent avec, je trouve, un abus du médium Internet, hein, un abus parce qu'on cherche la solidarité et en même temps on cherche une plateforme pour s'exprimer et parfois sans rien dire en fait. Mais c'est une forme d'existence. Moi, je la cherchais ailleurs, honnêtement. Je la cherchais dans les silences. Mais ça, c'est tout à fait caractériel. Je pense que là, on ne peut pas... Mais je crois que dans ce que tu dis, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi ce temps que nous passons à partager du présent, fragile, questionnant, parfois aussi où on est fâché, rebelle, etc. Mais c'est des temps
où on a du mal finalement à faire l'action du futur, quoi, l'action de ce qu'on devrait plutôt penser que Probablement, oui. de penser à ce qu'on subit, quoi. Mais je pense qu'on est aussi dans une situation maintenant sortie du lockdown du printemps. On est dans une situation qui est de semi-normalité, qui est très difficile à gérer aussi. Ouais. Enfin, on a envie de s'embrasser, probablement, je l'avoue, je l'ai fait, mais en même temps, on a peur encore de ce qu'il pourrait se passer. Donc, on est dans une situation... Je crois qu'il y a cette dimension, en effet, de cette attirance et répulsion, je dirais, presque, permanente, mais il y a aussi cette incertitude par rapport au devenir, c'est-à-dire l'incertitude par rapport aux ordres qui vont nous être imposés. Exactement. Et que l'on sait pouvoir arriver à tout moment, quoi. Mais, donc, plus que la maladie fut notre futur économique, social, etc. Vraiment, la perception à un certain moment de cette longue aventure, c'est presque une saison qui nous a accompagnés, c'était se dire comment ils vont nous manœuvrer exactement comme... moi, j'ai pas de certitude en ce moment. Et je pense que ça, c'est très bien. Hein, parce que c'est justement... Vera m'a envoyé une citation de Bukowski disant « Les gens intelligents... » Tu la retrouves? On va la retrouver. C'est une belle chose par rapport à ce que tu viens de dire. Non, il ne faut pas en chercher en ces moments. Je trouve qu'il faut profiter de ce manque de certitude. Vraiment, c'est un moment où on peut tranquillement se permettre d'avoir des déclarés. Mais justement... Je peux lire la citation et juste en disant que c'était envoyé par ma fille de 14 ans qui a un groupe média et que je trouve assez remarquable. Qui n'a jamais lu Bukowski, j'espère. Qui, on ne sait même pas, mais qui sont parfois dans une plus grande stabilité, et ça m'entend, que nous, la génération des parents, parce qu'ils ont déjà vécu plusieurs chocs et désorientations. Les attentats leur vraiment a irrité, et surtout nos réactions. Donc, ils ont déjà vu la réaction d'une attaque et une réaction assez forte et autoritaire par le système. Donc, ils sont très courants aux crises écologiques. Donc, ils sont déjà dans un apocalyptique quotidien dans lequel ils veulent quand même avoir une jeunesse. Et ce n'est pas une jeunesse ignorante. Il y a quand même un format de responsabilité, mais ils n'ont pas encore une forme. Ils sont à la recherche d'une forme. Et je cite vite Bukowski, maintenant il a disparu. Donc je te laisse réagir sur ça, oui. Si tu veux. Mais j'ai 2 enfants aussi, et donc j'ai beaucoup souffert pour eux il y a une dizaine d'années, quand ils étaient encore avec moi, parce que je sentais... il n'y avait pas de certitude, il n'y avait pas de point d'accroche. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'ils sont beaucoup plus que nous habitués, et ils acceptent beaucoup plus le manque de certitude. Oui. Donc, ils sont plus apaisés, ils ont envie de changer. Mais en même temps, je trouve que ils ont baigné, ils sont vraiment carrément, ils ont grandi dans cette culture de la plateforme globale. Et ça c'est une des raisons pour lesquelles ils sont habitués à, comment dire, à retrouver une sorte de solidarité virtuelle qui les aide. En même temps, je suis encore, probablement, je suis très ouverte à
à de nouvelles expériences, mais je trouve que l'expérience physique et politique, comme Bien on sûr, disait ouais. pendant notre conversation au mois d'avril, c'est très importante. Ouais. Et donc, c'est là que nous, qu'on a grandi carrément dans l'expérience physique, qu'on cherchait et qu'on théorisait, on a, comment dire, on est plus conscient de ce manque de certitude, mais il faut le faire, il faut vivre cette expérience. Donc, le fait que eux, ils se promènent sans problème avec un masque. Internet, c'est un masque. Oui, c'est une C'est autre un forme de masque, bien sûr. Bien sûr. On peut s'inventer, mais donc il y a un côté très créatif que je soutiens, parce que c'est pas une des formes des imaginaires que tu souhaitais tout à l'heure, mais c'est une forme d'imaginaire. Et c'est d'ailleurs se dire aussi, il n'y a pas de limite géographique, je peux arriver franchir, et embrasser les autres à travers le net. Ouais. Nous, on a plus cette dimension physique et qui est tout à fait nécessaire et que je trouve toujours nécessaire. Donc là, nous, on souffre beaucoup plus. C'est nous qu'on a un manque d'imaginaire parce que on a l'expérience physique comme point de départ et d'arrivée de notre vie. Hein, je trouve que ça reste très important. Peut-être qu'elle va vite le lire puisqu'on l'a promis. Allez, veux? Vera. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Voilà. Bon, Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Non, moi, j'aimerais bien peut-être qu'on passe un tout petit peu au thème de ton POC et de voir justement toutes ces questions écologiques, etc. Comment tu arrives à voir les transformations qui se sont passées à la fois dans la perception et dans les attentes peut-être aussi durant cette crise, quoi. Qu'est-ce que ça a transformé? Je pense qu'il y a certainement eu une confirmation générale au niveau de l'engagement des participants, des porteurs d'époque, des gens du territoire qui ont participé à ces projets. Et bien sûr, on s'est confronté avec une difficulté réelle qui est la rencontre, l'échange, la présence physique sur place, etc. Mais ça reste quand même une exposition ou un événement très participé. Et ça nous a vraiment enlevé tout. Enfin, moi, bien sûr, on a l'expérience d'expo internationales avec de la presse, etc. Ici, il y a du public constant. Les porteurs d'époque sont présents. Ils participent à ces tables rondes qu'on organise régulièrement. Donc, je trouve qu'il y a une réponse tout à fait bien calibrée. Il n'y a rien d'excessif, ni dans un sens ni dans l'autre, mais une forme de « je veux y être et je suis responsable ». Donc, cette forme de responsabilité, c'est très chaleureuse. C'est ce qu'on espère. C'est ce pour qu'on cherche. ce futur. Exactement, Ouais. exactement. Parce que je pense qu'il y a une chose qui était toujours importante, c'est donner d'espace et du temps, et de la confiance et du courage. Absolument. Donc c'est un mixture dans lequel, et je pense, même si c'est virtuel, même si c'est un public réduit, mais il faut continuer de penser, ça fait sens. Parce que je pense, juste à travers ça, on peut réaugmenter cette présence. Absolument. Et je pense que c'est cet espace et ce temps qu'on donne à la fois à la culture, justement, et à notre personne aussi, hein, à notre propre envie de grandir, de réfléchir, etc. C'est très important. Et donc, je pense que la décision de
maintenir les expos, les événements, les conférences, qui est une décision de la direction, à créer un climat de confiance. On a sauvegardé quelque chose de très important, non seulement pour ceux qui l'ont créé, mais aussi pour les gens envers lesquels on voulait adresser ce message. Et c'est très important. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer un monde où ces POC couvriraient d'une certaine manière la planète et seraient une sorte de projet politique? Ah oui, ce serait magnifique. Et de plus, je pense que c'est un modèle absolu, dans l'absolu, très efficace pour d'autres expos, d'autres événements. Vous savez de quoi vous parlez, mais est-ce que vous pouvez dire un mot sur les POC? Les POC, c'est les preuves de concept. Donc, c'est des projets. Et déjà, ce mot projet que j'adore, parce que en plus en italien, c'est encore la progettazione, c'est encore plus fort. Et malheureusement, ça n'existe pas vraiment l'équivalent en anglais. Mais c'est des projets qui attendent encore la phase finale. Et pour réaliser ou pas réaliser, parce que l'époque peut être aussi un test qui puis... on peut se dire, tout est raté, je fais marche arrière et je recommence. Donc, c'est des projets qui ne sont pas encore aboutis. Fail it better. Absolument, absolument. Donc, c'est vraiment de prototypage où on parle de... Pré-prototypage, même. Mais qui demande alors l'expérience de l'usager, du public, de l'enfant, voilà. Je trouve que mettre le monde en prototypage, ce serait extrêmement intéressant. Exactement. Et je pense justement, une des dimensions peut-être, parce que j'ai encore entendu parler, mais là, je pense que c'est tout à fait culturel. Donc, moi, je parle plutôt d'incertitude et je parlerai aussi de projet temporel. Donc, je commence vraiment sérieusement à sortir de ce besoin de faire des choses qui durent et qui sont sûrement et durablement statiques. Et je préfère parler plutôt d'une direction, d'un parcours de quelque chose vers quelque chose d'autre qui soit aussi... temporaire. Et rien aussi durable que la temporalité. Absolument. Et aussi qui laisse la place aux prochaines générations de pouvoir agir dans le processus. Exactement, et ne pas se retrouver avec les erreurs d'une pensée statique et stable. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir. On va rebondir sur ces prises de position. Voilà. Et ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Oui, merci. Jean-Louis, on t'a donc pas oublié. Je voyais pas dans la liste. On t'a même placé à la fin. Parce que je pense que ça fait sens par rapport à ces 3 heures, non 4 heures, combien je ne sais plus, 15 heures, 19 heures, 5 heures, puisque tu t'es vraiment concentré ces derniers mois sur, on peut dire à la fois l'histoire du design français et sa réalité contemporaine. Je trouverais intéressant qu'on essaye de réfléchir ensemble un tout petit peu à son avenir. Et je suis sûr que tu as bien des positions par rapport à ça. Ça commence, ça commence violemment. En fait, si tu fais référence au livre que j'ai commis, que j'ai écrit, j'ai parlé de l'histoire pas par fétichisme ou pas par historicité, je ne suis pas historien, mais pour essayer de mettre les évolutions nouvelles, et notamment celles du numérique, mais on pourrait même
pensée à celle de la question du climat, parce que c'est la révolution des révolutions. Le milieu, tout à coup, est en danger. Notre milieu est en danger. Je ne parle même pas de l'environnement, je parle du milieu dans lequel on vit. Et si les révolutions sont des ruptures violentes, la possible dégradation irrémédiable du milieu est peut-être la révolution des révolutions. Pas industrielle, mais vitale. Et pour cela, pour faire design, il faut le mettre dans un continuum. Alors, j'écoutais une émission sur France Culture cet après-midi, enfin ce matin plutôt, et il y a toujours cette discussion d'invention du design au début du XXe siècle. Non. Pour moi, le design, c'est deux choses essentielles, et je vais parler de ça pour le futur. La première, c'est cette fusion de la Renaissance italienne et des ingénieurs italiens, qui étaient à la fois des ingénieurs et des artistes, et qui ont inventé ce mot, le disegno, qui est l'idéal de la Renaissance, qui est à la fois ce qu'on voit et ce que ça ambitionne. C'est important. Et je crois que pour le futur, ce concept est toujours aussi juste. Et ces artistes qui deviennent ingénieurs, qui deviennent des artistes, c'est peut-être même plus important que le design. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, en tant que Français, ce sont les architectes rationalistes des Lumières, donc de la Révolution française. Je pense à Ledoux, Boullé, Durand. Boullé, l'architecture révolutionnaire, l'architecture pour le pouvoir, et qui, à l'école technique, crée un enseignement de l'architecture pour les gens communs et non pas pour les puissants et pour les rois. Qui est pour moi l'invention de l'architecture contemporaine, mais surtout l'invention du design social, c'est-à-dire à destination des autres Français. Et puis après, bien sûr, il y a ces révolutions, mais ces arts utiles, impliqués à destination de l'autre, où le combat de Diderot pour le sensible sont des choses extrêmement importantes pour demain, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, ce qu'on veut construire, dans la complexité du monde tel qu'il est et l'interdépendance qui est la conséquence directe de cette complexité. Alors, l'interdépendance, je pense que la question du climat l'exprime extrêmement bien, et aujourd'hui plus que jamais, y compris, je dirais, ce que transporte le climat. Mais en matière de numérique, moi j'aimerais bien qu'on arrive à penser un peu mieux cette relation entre cette ère qui indéniablement va se diriger vers encore plus de numérique, encore plus d'éléments à distance, encore plus d'éléments, et cette réflexion sur le climat, sur notre environnement. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de contradiction presque, même si certes le déplacement physique nécessite plus d'énergie que le déplacement d'une information, mais est-ce que ça suffit ? On va éviter un petit débat sur la 5G, mais ce que tu dis est très important parce que contrairement à plein d'autres phénomènes, par exemple l'industrie, on voit les bénéfices, on en voit les conséquences épouvantables tout au long du XXe siècle. On ne les a pas vécues, on les a constatées. Le numérique, on l'a vécu. C'est-à-dire, on a vécu cet enthousiasme des pionniers très humanistes qui voyaient dans la révolution technologique numérique d'abord une révolution sociale, d'abord une révolution relationnelle et d'abord une utopie presque philosophique, humaniste absolument incroyable. Et puis, elle est devenue un marché, elle est devenue un business, et on a vu à la vitesse avec laquelle tout ça s'est dégradé. Mais on l'a vécu, enfin, c'est une vie, hein, c'est une vie de C'est à peine une vie, c'est quelques dizaines d'années. Hein. Oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Alors, d'un point de vue de la... Attends, le son est... Attends, Jean-Louis, le son est coupé. Le son est coupé. Allô ?
C'est bon. Je pense pas que ce soit nous. Hein. Si? Non, c'est lui, je crois. Parce qu'il a fait un mouvement de... Oui. Oh. Il répond plus, là. Il est plus connecté. Tu peux lui, Caroline, tu peux lui dire qu'il n'est pas connecté? Ah oui? Il n'est pas connecté. Bon, c'est la première petit pépin technique dans les 5 heures qu'on a déjà derrière nous. On va en profiter pour faire une petite pause de 10 minutes. On reprendra Jean-Louis dans... C'est bon? Dans 5 minutes.